In 1915, on the French Riviera, one Renoir was declining and another was beginning to rise. But they both found inspiration in a beautiful red-haired young woman named André. Impressionist painter Pierre Auguste works on his canvases despite his arthritis. His son, Jean, returned with injuries from the horrors of World War I, is soon to find his vocation as a film director. He will marry André and make her a star. This fable of young and old is captured by director Gilles Bourdos and cinematographer Mark Lee in the new film titled simply Renoir. Canapé steals a look. Ce qui est unique dans cette histoire-là, c'est que c'est absolument unique dans l'histoire de l'art d'avoir deux très grands maîtres dans deux disciplines différentes. Mais ce qui est encore plus unique, c'est cette histoire spécifique, que cette jonction entre un père, grand peintre et un fils grand cinéaste est fait par une jeune fille qui a fait la jonction entre les deux, qui a fait la jonction entre donc, la peinture et le cinéma, puisqu'elle a été la dernière muse d'Auguste Renoir, celle qui lui a permis de peindre tous ses derniers tableaux, et elle va être la première femme, la première épouse, et celle qui va surtout montrer le chemin à Jean, qui va lui dire « c'est ça que je veux devenir une actrice, et tu vas faire du cinéma pour moi ». Donc la jonction entre le père et le fils, entre la peinture et le cinéma, entre deux grands artistes, c'est fait par une jeune fille de 17 ans qui était orpheline, qui a un jour débarqué aux Colettes, et qui a insufflé cette vitalité-là. Et ça, c'est vraiment absolument unique dans l'histoire de l'art. Puisque André est à la fois dans les derniers tableaux de Renoir à Orsay et à la Cinémathèque de Paris, dans tous les films muets de Jean, et particulièrement Nana. Elle est la Nana de Jean. Et cette histoire n'a pas été racontée en France, jamais. Elle est très peu connue. Personne ne s'est y intéressé. De 1945 à maintenant, il y a eu une seule interview faite de André. Et donc, il me semblait que c'était bien que moi je fasse le travail de réhabiliter cette jeune fille qui a été oubliée par tous. La maison des Renoirs, c'est bien ici? Comment tu t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Renoir aimait les jeunes filles populaires, les jeunes filles du peuple. Il n'a jamais aimé les bourgeoises, il n'a jamais aimé les pains bêches, etc. Donc il aimait peindre les filles qui avaient une vitalité populaire. Et donc elle va amener ça. Elle va vraiment lui amener ça, comme le premier modèle d'Auguste avait été Gabrielle, qu'on voit dans beaucoup de tableaux, qui avait été la nourrice de Jean, en fait, une jeune fille aussi de Bourgogne populaire. André va amener cette insolence, cette liberté, et va beaucoup inspirer Auguste. Mais je pense aussi que, encore une fois, cette insolence, ce désir, cette vitalité va aussi pousser Jean, qui va rentrer du front blessé, qui va découvrir le modèle du père. Alors, après, il y a des tas de... On peut aussi s'amuser à des jeux de compréhension psychanalytique du truc, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu qu'il vole le modèle du père, qu'il vole la flamme. C'est presque un feu sacré, qu'il s'approprie le feu de sacré pour qu'elle passe d'une toile à l'autre, je dirais en français. Enfin, d'un écran à un autre. Et qu'en volant le modèle de son père, c'est peut-être quelque chose aussi, la transmission s'est faite comme ça aussi, par l'incarnation d'une jeune fille. Et que la part de la féminité est ce qui constitue les deux, le père et le fils. Un tableau doit être une chose aimable et heureuse. C'est qui ce bébé? C'est mon frère Jean. Il est beau. Tu ne comptes tout de même pas retourner au front? Si j'étais guéri, je serais encore au combat. Il s'est remis à peindre des figures. Grâce à Dédé. La peinture de Renoir, ça me donne envie de la manger. Vous avez envie de me manger? Il faut se laisser aller dans la vie. Faut pas avoir peur. Moi, je veux tout. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas la patience. Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. Après, il y avait la question de la représentation de la peinture elle-même à l'écran. Et là, c'est vrai que c'était vraiment une question assez délicate parce que je ne voulais pas passer par des effets de travail sur ordinateur, de reproduction. Je veux retrouver le geste juste de Renoir, pas m'interdire de le filmer, comme avait fait Piala. Piala, dans Van Gogh, avait refusé de filmer complètement la peinture à l'œuvre.
Et Minelli, dans le même Van Gogh, même représentation de Van Gogh, lui, c'était attelé à reproduire par le cadre et ses images des tableaux de Van Gogh. Or, moi, j'ai pris une troisième voie, qui a été celle de pas essayer de reproduire stricto sensu des tableaux de Renoir, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, c'est deux médiums différents, mais de ne pas m'interdire non plus de représenter le peintre au travail. Et donc pour ça, comme il m'a fallu trouver un acteur qui interpréterait Renoir, il m'a fallu trouver une main qui donne corps au geste de Renoir. Et c'est là où j'ai eu un long travail de préparation et je suis tombé sur un faussaire qui sortait de prison et que j'ai vu son dossier judiciaire. Son dossier judiciaire m'a servi de résumé. Et donc il y a un grand faussaire qui a mis sur le marché des Renoirs, des Picasso, etc., qui m'a montré ces Renoirs. Et grâce à lui, j'ai pu reconstituer toutes les étapes d'un tableau de Renoir. Parce qu'un faussaire, à la différence d'un copiste, un faussaire, c'est quelqu'un qui fait des tableaux à la manière d'eux, mais qui n'ont pas existé pour pouvoir les rentrer dans le marché. Et donc, finalement, ça nécessite une créativité bien plus supérieure qu'un copiste. Donc, il faut comprendre le mécanisme profond d'un artiste, il faut trouver son geste. Et grâce à Guirib, donc ce faussaire, on a pu d'abord reproduire tous ces tableaux à l'écran, et surtout, moi, en décomposant un tableau de Renoir, j'ai pu comprendre énormément de l'œuvre de Renoir par le geste du praticien, et pas uniquement par les théoriciens. Et ça a été un élément absolument décisif de la fabrication du film. La douleur passe, la beauté reste. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien. Je retourne au combat. Jean, ne force pas la destinée. Personne t'a demandé d'y retourner. T'as pensé à moi? Tu m'avais tout promis. Et moi, je serais où? Je serais quoi? Explique-moi pourquoi elle a disparu du jour au lendemain. Hé! J'en ai marre des Renoirs. Ils me font suer! Arrête! Pourquoi t'es revenu me chercher? Renoir a besoin de toi. Renoir? Le père ou le fils? Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie. Oui, alors ça c'est vraiment la grande question qu'on peut se poser à travers le film, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose de très très particulier, c'est que finalement peu d'historiens de l'art avaient fait avec Renoir, c'est que j'ai essayé de répertorier à peu près tous les tableaux qu'il avait peints dans l'année 1915 et de regarder très précisément quand il peint ce tableau, dans quel état, quelle est sa biographie précise à ce moment-là. Et ce qui a été absolument stupéfiant pour moi, c'est de voir qu'au fur et à mesure que le monde s'enfonçait dans le chaos, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, que ses deux fils aînés étaient au front et gravement blessés. Il venait de perdre sa femme et sa santé se dégradait à une vitesse effrayante. Donc il avait toutes les raisons au monde de peindre le cri de Munch, c'est-à-dire de faire une peinture qui rend compte de cette souffrance-là. Or, au fur et à mesure que tous ces éléments se déployaient, sa peinture débordait de volupté, de plaisir, de couleur, etc. Et donc c'est là où je pense qu'il y a un élément absolument décisif, c'est que d'un coup, sa peinture est le témoignage d'une résistance au monde, à la douleur du monde. Et c'est ce que dit Renoir, d'ailleurs dans le film, à un moment donné, il dit il y a suffisamment de choses ennuyeuses dans la vie pour que moi j'en rajoute. Et donc voilà, c'est une position possible de l'artiste, c'est-à-dire de continuer, quoi qu'il en soit, à célébrer la beauté du monde, malgré la douleur qu'il en autour. Ou alors, il y a l'autre position qui est celle du témoignage, de témoigner de la douleur du monde. Ces deux positions sont absolument recevables pour moi. Moi, quand je pense Méditerranée, je pense au mépris. Je pense au film de Godard, je pense aux films italiens, etc. Et depuis, je n'avais pas vu tant que ça la Méditerranée dans sa pureté de filmer. Et donc ça, c'était un vrai challenge pour moi. Il y avait un vrai désir de ça. Et donc du coup, de rendre hommage aussi, puisque je suis de Nice, j'ai grandi là, etc., à tous les maîtres picturaux de la Méditerranée, de Renoir à Matisse, à Bonnard, etc. Enfin, donc ce plaisir sensoriel de filmer la Méditerranée et de filmer les gens en train de la peindre, voilà, c'était aussi peut-être le moteur numéro 1. The blues are a long road, one that leads back to the deserts of northern Mali.
The latest group to make a stop along the way is Terrakaft, a rock group of Tuareg descent whose name means caravan. Already well known and critically acclaimed in France and Europe, these desert bluesmen are making their first North American tour in 2013. Canapé was there to capture their first performance in the USA. C'est contre la soleil, contre le vent de sable. C'est contre le vent de sable. Contre la soleil. Le produit là, c'est contre la soleil. Le thème de cet album, c'est un album qu'elle thème sur un dernier album qu'on a fait avec Christine Dams. Ouais. Ça se pose les Touaregs, leur culture, leur traditionnel, c'est ça qu'on a fait en France. Parmi cet album-là, vous allez commencer avec quoi là ce soir? C'est quoi le premier C'est Ténéré. Ténéré, oui. Ténéré, oui. C'est quoi Ténéré? Ténéré, c'est le désert, le Ténéré. On a le désert. C'est pas au Touareg, tout le monde connaît les Ténéré. Entre les Tchad jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, on a tous les Ténéré, nous c'est des brousses. C'est ça qu'on a chanté sur Ténéré. Tout le monde loge à Ténéré, vit dans les Ténéré, se promène dans les Ténéré. C'est ça. On aime toujours nous à Ténéré. Ténéré, c'est un désert. Tout le monde aime ça. Là, quand on se le tout repos, c'est tranquille. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de faire votre musique au Mali? Maintenant ça va, mais avant, il y a quelques mois qu'on ne peut pas faire. C'est interdit la musique pour nous, on a déjà arrêté. Bon. Pourquoi elle était interdite la musique? Parce que c'est les gens qui sont venus changer des lois d'avant. Comme on dit que les islamiques, ils ont dit que la musique est interdite, les ballons interdits. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que c'est pas de la musique traditionnelle ou c'est parce que... Toutes les musiques, même tu chantes avec ta main, ta bouche, c'est interdit, de crier, c'est interdit. Bon, ça a touché nous, les artistes. On n'est pas content de cette législation qui est venue changer la culture des gens. Faire notre culture, même lorsqu'ils sont venus de parler ça, nous, on n'est pas d'accord de cette histoire. On dit nous, on continue notre musique. Notre musique continue, c'est obligé. Have you ever seen a woman on a trapeze suspend a cannon from her teeth? Yes, that's right, a cannon, and remain calm while someone fired it? No? Well, French Impressionist painter Edgar Degas did, and he was impressed. His view of performer Miss Lala at the Cirque Fernando led him to paint one of his masterpieces, which is his only circus-themed canvas. The deeply researched new exhibit at the Morgan Library, Degas, Miss Lala, and the Cirque Fernando, places a great painting in the rich urban context of late 19th century Paris. Curator Linda Wolk-Simon gives Canapé a personal tour. This is an exhibition that tells the story of a great picture that Degas painted in 1879 of a very celebrated aerialist and circus performer whose stage name was Miss Lala.
And there's a large body of preparatory material by him that's assembled for the occasion of this exhibition. So it's really a very rare, even unique occasion when all of his drawings and sketches that led to the execution of the picture can be seen together with the picture itself. We know a fair amount about the circuses in Paris. They attracted all different segments of society. Different ones catered to different elements of society. But the Cirque Fernando, where this picture was set, we know that members from all different classes sort of convened there and literally brushed skirts against each other, as one contemporary chronicler records. So for Degas, who really was always literally on the prowl around the city looking for new subject matter, edgy subject matter that really resonated with ideas about modernity and modern life, the circus was a sort of naturally appealing venue for him. Degas clearly was not interested in the person, in the historical personality, in the biography. On his drawings, when he inscribes her name, he writes Miss Lala, which was her stage name, that was not her real name. He kind of depersonalizes her and objectifies her and is interested in her as something other than an individual, which, as I said, kind of made me want to know what, if anything, could we find out about her. Well, she was an extraordinarily gifted aerialist and acrobat who was capable of myriad amazing feats. And it's interesting that the one Degas chose to portray was sort of the least spectacular, if you will. He showed the moment when she was hoisted into the heights of the circus, which I know from reading an article about the actual building itself was 70 feet high. He doesn't really give us an indication of the physical space. He really carefully crops it, but she was hoisted to the heights of the circus by a rope that she clenched between her teeth, and that's the moment he shows us. We have two co-stars here. We have Miss Lala and we have the Cirque Fernando. He's nudged the performer off to the side a bit to really focus on the architecture of the circus, which, because we have a lot of documentary material showing us what it actually looked like, we know that he's very faithful. So you have this careful attention to the architecture, this focus on the figure. They seem to be, on the one hand, two sort of unrelated components, with the architecture being shifting and moving and the performer being fixed and immutable. But ultimately, there's this perfect fusion and synthesis of the figure and the architecture that he achieves by having the figure really conform to the matrix of the architecture itself. So we have her upraised right arm completely and exactly echoing the angle of the rib of the ceiling to her right. We have her vertical torso really sort of conforming as though the column behind her is going right up through her spine. The angle of her legs is picked up exactly and the rib coming out beneath her feet. So we have this fusion of opposites, so something that's immediate and shifting and temporary with something that's timeless and immutable, this ultimate, as I said, sort of perfect fusion. And what's ultimately, I think, timeless and iconic about this image is the manner in which Degas invokes and evokes and sort of paraphrases a time-honored iconographic theme, one that he would have known from his many years in Italy and his immersion of old masters, this image of a saint rising in triumphant apotheosis, transformed by light, absorbed by light, ascending into a light-filled heaven, that this really is a secular recreation of that theme. So as a sacred angel or saint becomes in Degas' hands the archetypal secular image of a circus performer who is not propelled by clouds or cherubs or some other divine agency, but rather by the very material means of a rope. So he creates this illusion, and at the same time he punctures it with this sort of supremely ironic nod to modernity. Many documentaries inform and argue. A privileged few immerse spectators without judgment into experiences they are unlikely to have on their own.
The new film by directors Verena Paravel and Lucien Castin-Taylor, Leviathan, takes the viewer out for a night of commercial fishing on a trawler off the coast of New Bedford, Massachusetts. There is little dialogue, no narration, and a ferocious antagonist, the sea. No aspect of the rigors of fishing goes unrecorded. Canapé heads to the high seas to join the crew. It's a post film. It's a monster, and maybe this is why Leviathan is a title that that works for that film, because the Leviathan is always described. So in the Bible, it's described, but in a way that is very abstract, where it's like you never know exactly if it's a crocodile or if it's a serpent. Yeah. But at the end, it's this force, this thing that it's overwhelming, and it's sometimes we still don't know exactly what's the film. I think in all of our work, our earlier work too, we've always been interested in looking at and listening to the human in a way that renders the human unfamiliar, that puts the human in a different kind of context, or that relativizes what it means to be human. Humans are the one animal that does not consider themselves to be an animal, are the one animal that often considers itself to be apart from nature in some peculiar kind of way. So we're interested in recontextualizing the human in a much wider, not just political, but also ecological and metaphysical kind of macrocosmos in a way. And that was also true in this film.
had different kind of camera, and then there was those small camera that were really useful at the end because we could really share with them, and I think they were also very ready to share, and so the idea of dispersing the point of view and sharing was there from the beginning. The how-to became like with experimenting on the boat. I don't think the film is exclusively about violence, but I think there are at least 3 forms of violence that elliptically come into play in the film. The first one, which is the most elliptical or the least thematized, the least obvious in the film, because it's not articulated as such, is the violence wrought by governmental and intergovernmental agencies that have sought to regulate industrial fishing for the last 500 years, but really the last 100 years since the establishment of Woods Hole and the Royal Commission in Europe, which have basically done an amazing job of putting fishermen out of business and putting fish out of existence simultaneously, whilst they've nominally sought to do the exact opposite. The second one is the kind of violence on humanity, on the fishermen, on their bodies, because it's such an incredibly grueling, physically demanding and debilitating job to do. I mean, here we are in this industrial, post-industrial, commercial height of technological mechanization, and yet it's just as destructive of the human body and the human psyche as well as it ever has been, I think. And the third form of violence is perhaps the largest form of violence, which is that there's this sort of conspiracy of depletion that has gone on between governments and scientists and fishermen, which has resulted in this wholesale sort of massacre of marine resources and the oceans, in which the fishermen themselves have been reduced to being just bit players, and they've been as much objects of this violence as have the fish, as have their catch.